Bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent pour cette 5e journée des rencontres du développement durable co-organisée aujourd'hui par l'Institut Open Diplomacy et ESCP Business School. On va continuer cette journée sur le thème Construire de l'Europe de l'écologie. Je vous rappelle à tous que vous pouvez vous poser vos questions sur la page live de l'événement sur notre site internet. Et j'ai le plaisir, dirais même l'honneur d'accueillir Valérie Rabault. Vous êtes députée du Tarn-et-Garonne. Et vous avez été dans la législature précédente rapportrice générale du budget, donc la personne qui, dans la majorité au Parlement, coordonne tout le processus budgétaire. Vous êtes aujourd'hui la présidente du groupe socialiste et apparenté à l'Assemblée nationale, donc la patronne des députés socialistes. Et vous avez notamment pris la responsabilité récemment du groupe d'études sur l'impact de la crise du coronavirus. Évidemment, dans cette journée très particulière, alors qu'on aurait pu et voulu se retrouver en personne, on va commencer par là. Construire l'Europe de l'écologie avec cette intuition que le plan de relance européen, le fameux plan Next Generation EU dont on a parlé hier avec le commissaire européen à l'économie Paolo Gentiloni, et le fer de relance, si j'ose dire, dans notre crise. Vous êtes à la pointe de ces sujets économiques et budgétaires depuis plusieurs mandats maintenant. Est-ce que vous pouvez me donner votre point de vue sur ce plan de relance à l'échelle européenne d'abord, puis à l'échelle française? Est-ce qu'il est suffisamment dimensionné? Est-ce qu'il répond correctement aux enjeux de la crise du coronavirus? Et puis surtout, est-ce qu'il est aligné avec nos objectifs de développement durable? Il y a déjà eu en Europe une stratégie qui est malheureusement très peu abordée, qui s'appelle Europe 2020. Oui. Comme son nom l'indique, 2020, ça veut dire qu'il va falloir en tirer un bilan. Et je regrette que ce bilan ne soit pas suffisamment porté, ne soit pas suffisamment abordé et conçu. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, est sortie à l'occasion de la crise une proposition qui a été initiée par la France et l'Allemagne et soutenue par l'ensemble des pays européens autour d'un véritable plan de relance qui s'articule sur un plan de transition écologique et énergétique. Alors, il est vrai que ce que je pense que tout le monde a retenu, ce sont les montants et qu'on n'a pas forcément une perspective extrêmement claire des actions déployées dans le temps. Et c'est ça un peu le manque de l'Union européenne, c'est d'avoir des choses très concrètes à mettre sur la table. Je vais prendre un exemple qui d'ailleurs est repris dans le plan du gouvernement. Nous portons depuis 3 ans la prime climat. Oui. C'est-à-dire que si on veut réussir la transition écologique et énergétique, il faut qu'elle ait un impact concret sur la vie des gens. Si on reste sur des sujets, j'ai entendu tout à l'heure Agnès Ménès-Siguéré sur la croissance et le fait que effectivement les émissions, malgré le confinement, n'ont pas tant baissé que ça veut dire qu'il faut avoir des mesures d'ampleur qui touchent tous les secteurs et en priorité le logement, en tout cas pour la France, qui est un des vecteurs, y compris dans les campagnes, de passoires énergétiques. Mais même si on ne fait pas une passoire énergétique, on voit qu'on n'a pas une efficacité extrêmement importante, en tout cas de nos logements. Mais Madame Rabault, vous avez été vous-même rapportrice générale du budget. Vous savez pertinemment que l'argent, c'est le nerf de la guerre et que sans ce montant de 750 milliards mis sur la table par l'ensemble des États européens qui s'endettent collectivement pour résoudre cette crise, les projets concrets que vous appelez de vos voeux n'auraient pas de moyens ou cette transition ne serait pas aussi rapide. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur comment est-ce que vous souhaiteriez exploiter cette manne financière qui a été mise sur la table ? Exactement, mais la question qui se pose, moi j'ai salué le plan, j'ai salué les montants, et je pense que c'est une première pour l'Union européenne, c'est un grand pas qui a été franchi. Oui. Mais si on veut que nos concitoyens s'approprient, il faut vraiment que ça ait un impact concret sur leur vie. Si ça reste juste des milliards, Bien sûr, ça reste abstrait, je pense que ça ne fera pas progresser la cause ni écologique ni de la transition énergétique. Donc ce que je constate, c'est qu'en France, nous avons pas mal d'aides qui existent pour changer ses fenêtres, faire un faux plafond, isoler sa maison ou son appartement. Ces aides représentent au maximum 30% du coût de la dépense que vous avez engagée. Et pour beaucoup de personnes, aligner les 70% restants, c'est pas possible. Oui. Ça veut dire que ces travaux ne se font pas et que ces personnes qui en auraient le plus besoin n'utilisent pas les aides auxquelles elles auraient droit. Donc nous, ce que nous avons développé, mais avec beaucoup de partenaires qui vont des associations de logement à des partenaires plus institutionnels
que nous sommes allés rencontrer, du type la Caisse des dépôts, c'est de dire Oui. pour les 70%, il faut avoir une avance remboursable. Et ça, cette avance remboursable, elle peut parfaitement être décaissée via le plan des 750 milliards d'euros et ça peut être fait, déployé dans tous les pays. Cette avance, elle est remboursable au fur et à mesure que vous progressez dans vos travaux de mise de transition énergétique. Vous avez une baisse de votre facture d'énergie qui vous permet de commencer à rembourser cette avance remboursable. C'est un exemple très concret, mais je pense que c'est indispensable quand on conçoit un soutien à la transition énergétique d'avoir de A à Z le financement pour l'ensemble de nos concitoyens. Si vous leur proposez de les aider seulement pour 30% de la facture, eh bien, il n'y a rien qui progressera. Mais du coup, Valérie Rabault, j'ai une question à vous poser parce qu'on a entendu beaucoup de division entre les générations futures, les jeunes d'aujourd'hui qui sont par ailleurs encore plus inquiets parce que l'avenir de la planète se dégrade et les personnes qui sont en emploi. On a beaucoup parlé de cette génération sacrifiée. Je voudrais revenir sur la mesure concrète que vous proposez parce qu'elle est intéressante. Elle peut permettre à des jeunes de s'installer dans des conditions beaucoup plus durables, dans leur logement par exemple. Mais en même temps, elle semble évoquer cette double peine que tout le monde craint, c'est-à-dire que ces 750 milliards d'euros que l'Union européenne et ses États membres ont mis sur la table, ils ne tombent pas du ciel. C'est une dette qu'on emprunte et dont on va se donner les moyens pour la rembourser, dans des délais relativement restreints d'ailleurs. Mais s'il fallait ajouter en plus de ça une aide au financement complémentaire, c'est une dette qui s'ajoute à la dette. Donc en fait, ça ne serait pas 750 milliards d'euros de dette, mais peut-être 1400, 1500 milliards d'euros de dette. C'est ça que vous proposez ? Non. Nous, on est à l'intérieur des 750 milliards. Ce qu'on dit, c'est qu'il y a une partie qui est subvention, qui existe aujourd'hui, mais vous vous rendez bien compte que cette partie de subvention, elle est peu décaissée ou elle a peu d'effet sur notre économie parce que beaucoup de personnes n'arrivent pas à aligner le montant restant. Donc c'est véritablement une avance. Une avance, c'est un prêt. Et je rappelle que sur les 750 milliards d'euros, vous en avez une partie en subvention et une partie en prêts qui sont faits aux États. Donc on s'inscrit pleinement dans le schéma qui est proposé par le droit. Mais vous dites, la dette, c'est effectivement une épée de Damoclès pour les futures générations. Vous avez raison. Quand on a reconstruit l'Europe, qui a été financée, cette reconstruction, par le plan Marshall, il a fallu le rembourser, ce plan. Et comment on l'a remboursé ? On l'a remboursé parce qu'on a été capable de créer de la valeur ajoutée dans notre économie, sur l'ensemble des secteurs. Donc aujourd'hui, l'Europe, à mes yeux, et je sais que c'est un débat qui existe entre les tenants de la décroissance et les tenants de la croissance. Moi, je rejoins ce qu'a dit Agnès Benassi-Pierret tout à l'heure. Moi, je suis un fervent soutien de la croissance économique, d'une croissance qui soit durable, qui ne siphonne pas les ressources naturelles. Mais encore une fois, je ne suis pas pour la décroissance. Et effectivement, je pense que le continent européen, qui à ce stade, quand on regarde tous les autres continents dans le monde, a le plus réussi la première marche écologique et énergétique, même si c'est très loin d'être suffisant, mais c'est celui qui a fait le plus d'efforts. Eh bien, ce continent européen doit aussi mettre dans la balance le fait qu'il ne peut pas se contenter d'avoir une croissance économique qui tourne autour de 1%, vu les capacités qu'il a à la fois en recherche, en innovation. Donc ça veut dire qu'il faut être capable de créer du rouage, faire en sorte que le moteur de l'économie, alors le moteur n'est peut-être pas une expression bien choisie, redémarre. Vous avez raison, on va rentrer, hein, vous l'avez expérimenté de nombreuses reprises en étant vous-même rapportrice générale du budget durant le quinquennat de François Hollande et la législature précédente. On va rentrer dans ce débat budgétaire, cette loi de finances qui est examinée traditionnellement au début du mois d'octobre à l'Assemblée nationale. Les hypothèses de croissance d'un pays sont la base de cet examen de loi de finances, puisque c'est sur cette base-là qu'on calcule à la fois les recettes fiscales et donc notre capacité à engager l'argent public pour les services publics, l'école, l'hôpital, etc. Est-ce que vous avez l'impression, comme le ministre de l'économie l'a dit, qu'on a plutôt surperformé dans la gestion de la crise, c'est-à-dire qu'on s'attendait à ce que cette cassure, cette récession soit très violente? On parlait de moins 15% du PIB, on est plutôt à moins 11, moins 12. Est-ce que ça vous rassure pour commencer ce débat d'orientation budgétaire ? Et est-ce que ça vous permet de vous projeter dans l'avenir pour précisément avoir une croissance potentielle qui soit supérieure au 1, 1,5% qu'on a connu pendant les 12-15 dernières années ? Non,
qu'on soit à moins 15 ou à moins 11, on ne peut pas se satisfaire de la situation. Donc on peut toujours avoir des débats philosophiques pour savoir si on a été moins mauvais que ce qui était attendu ou si on a subi un choc qui était supérieur à ce qui était attendu. Le fait est qu'une chute d'activité de 10% dans notre économie, on ne l'a jamais connue depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est un choc monstrueux qu'il va falloir surmonter. C'est un choc qui crée évidemment de la pauvreté. L'OFCE a parfaitement chiffré la baisse de pouvoir d'achat des ménages qui ont été en chômage partiel. Donc que ce soit à moins 11 ou moins 15, je vais vous dire, je pense qu'à ce stade, ce qui compte, c'est évidemment notre capacité de reprise et que personne n'en sait rien. J'ai beaucoup de respect pour l'ensemble des économistes, mais vu l'ampleur du choc, je pense que personne n'en sait rien. Donc la manière... Ça va être difficile de faire une loi de finances si personne n'en sait rien. Elle doit se dire, il faut se concentrer autour de 3 ou 4 grands objectifs. C'est ce qu'avait fait Monnet en 1946. Quand la France était détruite, tout était à reconstruire. Il a choisi 5 secteurs. Eh bien, je crois que c'est le moment de se dire, on en choisit 3 ou 4. Personnellement, je pense qu'il doit y avoir l'énergie, les transports, l'agriculture et la santé. Et une fois qu'on a choisi ces 4 secteurs, on met le paquet pour être capable de créer une vraie cordée, pas celle du président de la République, mais une vraie cordée entre le public et le privé et d'articuler nos efforts. Si vous faites des efforts dans votre coin et que les autres ne font pas les mêmes que vous, vous perdez en productivité. Donc c'est ça, je crois qu'il faut que, en tout cas, c'est ma vision des choses, il faut qu'il y ait une vision, des priorités qui soient clairement établies. Pour moi, c'est l'agriculture, la santé, les transports et l'énergie. Et si on arrive à véritablement articuler l'ensemble de ces secteurs, je pense qu'on peut faire vraiment redémarrer la croissance économique. Cela suppose, donc c'est pour ça que je ne vais pas rentrer dans le débat de la croissance potentielle. D'abord, je ne suis pas experte en la matière, et je pense qu'en plus, personne n'en sait rien. Mais ce que je sais, c'est qu'on peut se mobiliser autour d'objectifs extrêmement précis. Et puis, j'inviterai le gouvernement à le faire de manière très chirurgicale aussi, parce que je me rappelle du débat en 2017 où il y avait eu la hausse des taxes énergétiques. Notre groupe avait mis un simulateur en ligne, ce qui permettait à chacun de voir ce qu'allait être la facture pour lui ou pour elle selon sa situation, s'il y a des voitures, s'il se chauffe au gaz, à l'électricité ou au fioul. Ce simulateur est toujours en ligne, c'est lessocialistes.fr/simulateur, et ce qui permettait de vraiment se rendre compte des choses. Et je pense que ce bouclage-là, c'est-à-dire des grands objectifs macro déclinés sur la situation de chacun, est indispensable si on veut raccorder tout le monde pour faire redémarrer le pays. Merci beaucoup Valérie Rabault pour cet exemple extrêmement intéressant de comment est-ce qu'on crée de la transparence sur le débat budgétaire. C'est un peu l'objectif aussi de cet échange entre nous dans le cadre de ce plan de relance à la fois européen et national. Je rappelle que... Si on se limite au débat budgétaire à parler de milliards d'euros, personne n'a jamais eu 1 milliard d'euros dans sa poche. Il faut toujours le décliner de manière concrète pour savoir sur ce que ça représente en coût et en avantage pour les uns et les autres. Absolument. J'allais vous poser une dernière question sur ce sujet. Comment est-ce que vous-même vous avez appelé à ce qu'on continue cet effort de transparence à la fois au gouvernement et au groupe de l'opposition que vous présidez? Comment est-ce que vous comptez réaliser cet effort de transparence avec toute l'incertitude macroéconomique qui vous entoure et dont vous avez rappelé? Vous dites on n'en sait rien, les économistes ne sont pas capables de calculer la croissance potentielle, on doit refaire du Jean Monnet en se concentrant sur 5 priorités. Les Français, vous l'avez dit, ont peur de tomber dans la pauvreté. Je rappelle ce chiffre, 56% des Français ont peur de tomber dans la pauvreté à cause des conséquences du coronavirus. Ce n'est pas de nature à nous rassurer si la patronne du groupe d'opposition qui préside les travaux financiers depuis 10 ans ne sait pas comment est-ce qu'on approche le sujet. Comment est-ce que vous allez créer de la transparence? Aidez-nous à y voir plus clair. Je ne vous ai pas tout à fait dit ça. Je vous ai dit que moi, je suis la première, y compris sous la précédente majorité, à avoir mis en ligne des impacts par ménage, où chacun peut faire, je vous invite d'ailleurs à tester le petit simulateur qui est toujours en ligne, qui s'appelle lessocialistes.fr/simulateur. Oui. Vous rentrez votre consommation d'électricité si vous avez une voiture et vous voyez ce que l'actuelle majorité avait voté et ce qui a entraîné le mouvement des Gilets jaunes. Oui. Donc ça, nous, on a fait cette transparence-là. D'ailleurs, je note que le gouvernement m'avait dit mais non, et manifestement, ils n'ont jamais trouvé rien à redire à ce simulateur. À l'occasion de ce budget, nous ferons la même chose. Nous remettrons sur la table des éléments de transparence
par ménage, où chacun pourra se faire sa propre idée en euros sonnants et trébuchants de ce que ça représente pour lui et pour elle. C'est très intéressant, merci beaucoup. On va inviter tous nos visiteurs, tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui ont partagé ce moment avec vous à aller se rendre sur ce site, à s'en faire une opinion, à utiliser les calculs et peut-être à regarder la méthodologie aussi, parce que c'est sans doute quelque chose qui peut inspirer beaucoup de... C'est fait pour ça. Voilà, merci beaucoup. On va essayer d'utiliser l'intelligence collective pour se l'approprier. Valérie Rabault, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cet échange très intéressant. Bon débat budgétaire parce qu'il y a du boulot. Vous nous l'avez expliqué avec des mots très concrets. On vous souhaite de bons travaux à l'Assemblée nationale. On continue tout de suite cette journée construire au thème de l'Europe de l'écologie avec quelque chose d'extrêmement différent et en même temps d'extrêmement spécial et même spatial, si j'ose dire, puisque nous allons nous entretenir avec le directeur général de l'Agence spatiale européenne. On est a priori assez loin de l'écologie. Envoyer des fusées dans l'espace ne semble pas tout à fait économique sur le plan de l'énergie engagée. Mais c'est ça qui nous permet de comprendre comment le climat évolue, c'est ça qui nous permet d'observer comment la Terre se dégrade, c'est ça qui nous permet d'observer comment le vivant disparaît, et c'est aussi un grand moteur de révolution industrielle, de progrès technologique pour imaginer des technologies qui seront plus propres et plus efficaces pour pouvoir atteindre nos objectifs de développement durable. A tout de suite avec Yann Werner.